On a tous connu ce moment. Il est 2 heures du matin. Le silence de l'appartement est assourdissant. Vous ne dormez pas. Vous fixez le plafond et c'est comme si le poids du monde s'écrasait sur votre poitrine. Vous pensez à ces factures qui s'empilent sur la table de la cuisine, à ce job qui ne vous passionne plus, où vous échangez vos heures contre un salaire qui disparaît le 15 du mois, à cette vie, votre vie, qui semble vous glisser entre les doigts comme du sable fin. Dans ce moment de vulnérabilité extrême, on ne cherche pas une analyse économique complexe. On ne veut pas entendre parler d'inflation ou de taux directeur. On cherche une réponse, une sortie de secours, une main tendue dans l'obscurité. Et c'est là qu'ils vous attendent. On vous vend une promesse séduisante, presque érotique. Ce n'est pas de votre faute. Le système n'est pas truqué. Il vous manque juste le secret. Ce secret, depuis près d'un siècle, tient dans un livre. Réfléchissez et devenez riche. Ce n'est pas juste un bouquin, c'est un ticket de loto. Sauf qu'ici, le vendeur vous regarde droit dans les yeux et vous jure que le gain est garanti. Si tu le veux assez fort, tu l'auras. Mais il y a un problème gigantesque. Vous l'avez lu, ce livre. Vous avez surligné les passages clés. Vous avez répété les mantras devant votre miroir. Vous avez pensé de toutes vos forces à ce million d'euros. Et pourtant, ce matin, votre compte en banque est toujours le même. Pourquoi? Êtes-vous défectueux? Manquez-vous de foi? Et si je vous disais que la faille ne vient pas de vous? Et si je vous disais que la Bible du succès est basée sur un mensonge historique? Imaginez que votre professeur de finance, à l'université, celui qui vous note sévèrement, soit en réalité interdit bancaire. Imaginez que votre conseiller matrimonial enchaîne son 5e divorce. C'est exactement l'histoire de Napoleon Hill. L'homme qui a appris au monde entier à devenir riche est mort fauché, dépendant de la charité d'autrui. L'homme qui prônait l'intégrité absolue était un escroc recherché par la police fédérale. Aujourd'hui, nous n'allons pas juste faire la critique littéraire d'un best-seller, nous allons déconstruire la plus grande illusion du XXe siècle. Une illusion vendue à 100 millions de personnes, des gens comme vous et moi, qui cherchaient juste une vie meilleure et qui ont servi de carburant à la machine d'un homme désespéré. Accrochez-vous, ce que vous allez découvrir risque de changer à jamais votre vision du développement personnel. Chapitre 1. La genèse d'un mythe, le storytelling parfait. Pour comprendre comment on s'est tous fait avoir, il faut revenir à la source. Car ce livre n'est pas juste du papier relié. C'est un héritage culturel. C'est la raison pour laquelle votre petit cousin s'est lancé dans le dropshipping sans rien y connaître. C'est la raison pour laquelle votre collègue insupportable vous parle de mindset à la machine à café quand vous lui dites que vous êtes fatigué. Tout, absolument tout part de là. La légende officielle, celle que Hill a racontée toute sa vie, est digne d'un scénario oscarisé à Hollywood. Nous sommes en 1908. L'Amérique est la terre de tous les possibles. C'est l'ère des titans. Rockefeller, Ford, Edison. Ils bâtissent des empires d'acier et d'électricité. Et au sommet de cette pyramide alimentaire trône un homme, Andrew Carnegie. Pour vous donner une idée, Andrew Carnegie, c'est l'équivalent d'Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates réunis, mais avec un monopole total sur l'acier et une moustache impériale. C'est l'homme le plus riche que la Terre ait jamais porté. L'histoire raconte qu'un jeune journaliste, fauché de 25 ans, Napoleon Hill, parvient à décrocher une interview avec le magnate. L'entretien devait durer quelques heures. Selon Hill, il va durer 3 jours et 3 nuits. Carnegie, soi-disant ébloui par l'intelligence et la vivacité d'esprit de ce jeune inconnu, lui fait une révélation choc. Il lui dit, et je paraphrase la légende, « C'est dommage que tout mon savoir s'évapore à ma mort. Je veux que tu découvres la formule scientifique du succès. Je vais te donner une lettre de recommandation. Tu vas passer les 20 prochaines années de ta vie sans être payé un seul centime, à interviewer les 500 personnes les plus puissantes de la planète. Je veux que tu décodes leur ADN mental et que tu l'offres au monde. C'est la quête ultime, le Saint Graal. C'est comme si demain, Warren Buffett vous donnait son carnet d'adresses personnelles et vous disait « Appelle qui tu veux, découvre leur secret et écris-le ». Et selon la légende,
Ça marche. Napoleon Hill affirme avoir côtoyé tout le monde. Il aurait conseillé 2 présidents américains, Woodrow Wilson et Franklin Roosevelt. Il aurait discuté ampoules électriques avec Thomas Edison et chaînes de montage avec Henry Ford. Il se présente comme l'homme de l'ombre, le confident des puissants. En 1937, après la Grande Dépression, alors que l'Amérique a faim et peur, Hill publie le résultat de ce travail, Think and Grow Rich. Le succès est immédiat, foudroyant. Le livre devient la Bible de l'entrepreneur. Hill a hacké le système. Il offre de l'espoir en bouteille. Pendant des décennies, personne n'a remis cette histoire en question. Et pourquoi le ferait-on ? C'est l'histoire que nous voulons croire. L'idée démocratique est magnifique qu'il ne faut pas être né noble ou riche pour réussir. Il suffit de connaître le secret. Mais il y a une règle en investigation. Si une histoire semble trop belle pour être vraie, c'est probablement parce qu'elle l'est. Chapitre 2. L'homme invisible, l'enquête impossible. Quand on gratte un peu le vernis doré, on découvre des choses étranges, des incohérences, des dates qui ne collent pas. Mais le plus effrayant, ce n'est pas ce qu'on trouve, c'est ce qu'on ne trouve pas, c'est le silence. Un silence assourdissant de la part des gens que Hill prétendait connaître. On a tous ce pote un peu gênant en soirée. Vous voyez de qui je parle ? Celui qui, après 2 verres, vous jure qu'il connaît personnellement un rappeur célèbre ou un joueur du PSG. Il vous raconte des anecdotes incroyables, ultra détaillées. Ouais, j'étais avec lui en VIP, il m'a donné des conseils sur ma carrière, on a rigolé. Tout le monde l'écoute. Mais quand vous demandez à voir une photo, ah mince, j'avais plus de batterie. Quand vous demandez une preuve, c'est privé, tu comprends, je veux pas l'afficher. Au fond de vous, vous savez qu'il ment, vous sentez le malaise. Mais vous ne dites rien pour ne pas le froisser. Napoleon Hill, c'est ce pote mythomane, mais à l'échelle mondiale. La pierre angulaire de son livre, c'est cette fameuse rencontre avec Andrew Carnegie. Sans Carnegie, pas de mission. Sans mission, pas de livre. Sans livre, pas de crédibilité. Alors, récemment, des historiens ont décidé de faire ce que personne n'avait fait en 50 ans. Vérifier. David Nassau est le biographe officiel d'Andrew Carnegie. Ce n'est pas un amateur. Il a passé des années à éplucher les archives du magnate de l'acier pour écrire sa biographie définitive. Il faut savoir une chose sur Carnegie. C'était un maniaque du contrôle. Il gardait tout. Son agenda était minuté. Chaque lettre reçue, chaque télégramme, chaque note de réunion, chaque coup de fil était archivé. Ces archives sont parmi les plus complètes de l'histoire américaine. Nassau a cherché une trace de Napoleon Hill, juste une petite trace. Un rendez-vous dans l'agenda, une lettre de remerciement, une photo des 2 ensemble, une simple mention de son nom dans un mémo, rien, le néant absolu. Il n'existe aucune preuve matérielle, pas la moindre trace d'encre que Napoleon Hill ait un jour rencontré Andrew Carnegie, pas une seule fois. Pire encore, Hill prétendait avoir conseillé le président Woodrow Wilson pendant la Première Guerre mondiale. Les archives de la Maison-Blanche, elles ne contiennent aucune mention de Napoleon Hill, pas un badge visiteur, rien. En réalité, Hill a commencé à raconter cette histoire de mission secrète massivement après la mort de Carnegie en 1919. C'est la technique classique, la plus vieille ruse du menteur, faire parler les morts. Pourquoi ? Parce que les morts ne peuvent pas porter plainte. Les morts ne peuvent pas faire de conférences de presse pour dire « je ne connais pas ce type ». Si la fondation même de votre philosophie est un mensonge, que reste-t-il de l'édifice ? Si je vous dis que j'ai le secret de la cuisine italienne parce que ma grand-mère était napolitaine et que vous découvrez qu'elle était en fait bretonne et qu'elle ne cuisinait que du beurre salé, allez-vous toujours suivre ma recette de pizza ? Mais malheureusement pour Hill, s'inventer des amis imaginaires milliardaires n'était que la partie émergée de l'iceberg. Si ce n'était que ça, on pourrait dire que c'est un romancier inoffensif. La réalité est beaucoup plus sombre. Hill n'était pas un écrivain, c'était un entrepreneur. Et ses méthodes étaient, disons, créatives. Chapitre 3. Le loup de Wall Street, avant l'heure, les arnaques. Aujourd'hui, quand on scrolle sur TikTok ou Instagram, on les repère vite. Le jeune de 20 ans qui pose devant une Ferrari de location,
avec la plaque du loueur mal cachée pour vous vendre une formation de trading à 2000 euros. On appelle ça un fake gourou. On se méfie, on lit les commentaires, on cherche sur Google. Napoleon Hill était le patron, le parrain, le CEO des fake gourous. Sauf qu'à son époque, il n'y avait pas Google. Il n'y avait pas de forum pour alerter les victimes. Il pouvait passer d'un état à un autre, changer de nom et recommencer à zéro. Avant de devenir le prophète du succès, Hill a passé des décennies à lancer des business frauduleux. Et croyez-moi, son CV criminel est bien plus impressionnant que son CV littéraire. Arnaque. Numéro 1, l'école automobile, 1909 à 1912. Hill lance l'Automobile College of Washington. Le concept? Former des chauffeurs et des mécaniciens, un métier d'avenir à l'époque. Les étudiants paient cher l'inscription. La promesse? Ils apprendront à construire des voitures et seront embauchés immédiatement. La réalité? Il n'a pas de voiture, il n'a pas de moteur, il n'a pas de professeur qualifié. Les étudiants se retrouvent à travailler gratuitement pour lui, à assembler des voitures avec des pièces de récupération que Hill revendait ensuite à profit. C'était du travail dissimulé, déguisé en éducation. L'école fait faillite, Hill disparaît avec la caisse, laissant les étudiants sur le carreau. Arnaque. Numéro 2, l'affaire du bois, 1915. Celle-ci est ma préférée, car elle montre l'audace du personnage. Hill lance une entreprise de vente de bois. Il contacte des fournisseurs honnêtes dans tout le pays. Il commande des wagons entiers de bois à crédit en utilisant sa réputation d'homme d'affaires. Le bois arrive. Hill le revend immédiatement en cash à des prix cassés, bien en dessous du marché. Il encaisse l'argent liquide et ne paie jamais les fournisseurs. Quand les fournisseurs réclament leur argent, l'entreprise n'existe plus. C'est une pyramide de Ponzi classique appliquée à la marchandise. La justice fédérale s'en mêle. Un mandat d'arrêt est lancé pour violation des lois postales, fraude postale. Hill est en cavale. Vous imaginez le paradoxe? L'homme qui est en train d'écrire les brouillons des lois du succès, l'homme qui prêche l'honnêteté, la loyauté et la règle d'or, est littéralement en train de fuir les shérifs de Chicago à travers la fenêtre des toilettes. Sa vie personnelle est un chaos total. Il enchaîne les mariages. Ces femmes finissent toutes par demander le divorce, citant la violence, l'abandon ou le vol de leurs économies personnelles. Hill n'appliquait pas ses principes. Il ne cherchait pas le succès par le travail. Il cherchait le raccourci, le hack. Mais l'argent ne suffisait pas. Il avait besoin d'admiration, et pour obtenir cette admiration, il allait franchir une ligne morale que même les escrocs hésitent à franchir. Chapitre 4. L'enfant immortel, le sommet du cynisme. C'est l'histoire qui m'a le plus choqué durant mes recherches. C'est celle qui transforme Napoleon Hill de sympathique arnaqueur à manipulateur sociopathe. Nous sommes à la fin des années 20. Hill a besoin de redorer son image pour lancer un nouveau magazine, The Golden Rule. La règle d'or. Il lui faut un coup de pub, quelque chose qui touche le cœur des ménagères américaines. Il a une idée de génie marketing, une idée monstrueuse. Il annonce publiquement qu'il va adopter un enfant. Mais pas n'importe comment. Il déclare qu'il veut faire une expérience sociale. Il affirme que l'environnement est plus fort que la génétique. Il veut prendre un enfant vierge et grâce à son système d'éducation et ses principes de succès, le transformer en génie. Il jette son dévolu sur un petit garçon, il l'expose dans son magazine, il publie des photos de l'enfant avec des légendes inspirantes. Le futur génie, l'enfant de la règle d'or. Les ventes du magazine explosent. Tout le monde veut suivre l'évolution de ce petit garçon, c'est de la télé-réalité avant l'heure. Il joue le rôle du père bienveillant et visionnaire. Mais comme toujours avec Hill, la gestion financière est catastrophique. Le magazine commence à perdre de l'argent. Les abonnés se lassent. L'argent ne rentre plus. L'enfant, qui était un actif marketing, devient un passif financier. Il coûte de l'argent à nourrir et à habiller. Que fait l'auteur de la philosophie du succès? Il rend l'enfant. Vous m'avez bien entendu. Il se débarrasse du petit garçon, comme on rendrait un grille-pain défectueux au service après-vente d'Amazon, comme on résilierait un abonnement Netflix.
L'enfant disparaît des colonnes du magazine. Plus personne n'en entend parler. Le coup de pub est terminé, les projecteurs sont éteints, l'accessoire humain est jeté à la poubelle. Voilà l'homme derrière le mythe. Ce n'était pas un sage confucéen qui voulait élever la conscience de l'humanité. C'était un homme désespéré, prêt à utiliser l'innocence d'un orphelin pour vendre quelques abonnements de plus. Et c'est cet homme, après cette vie d'échecs, de cavale et de cruauté, qui s'est assis à son bureau, en 1937, probablement fauché, pour écrire un livre intitulé Réfléchissez et devenez riche. L'ironie est totale. C'est comme si le capitaine du Titanic écrivait un livre sur la navigation en eau trouble. Chapitre 5. Le paradoxe du placebo. Pourquoi ça marche? Arrivé à ce stade de la vidéo, je sais ce que vous pensez. Je vous entends d'ici crier derrière votre écran. D'accord, l'homme était une ordure. D'accord, c'était un menteur. Mais son livre a marché pour moi. J'ai lu Réfléchissez et devenez riche. Et j'ai monté ma boîte. J'ai doublé mon salaire. Ça a changé ma vie. Et vous avez raison, des millions de gens attribuent leur succès à ce livre. Bruce Lee, Oprah Winfrey, Conor McGregor, ils ne peuvent pas tous se tromper si... Comment un escroc peut-il écrire un livre qui aide réellement les gens? La réponse tient en 2 mots, l'effet placebo. Imaginez que vous avez une migraine atroce. Je viens vous voir en blouse blanche. Je vous donne une pilule bleue. Je vous regarde dans les yeux avec un charisme incroyable et je vous dis « Ceci est un prototype militaire secret. Ça guérit n'importe quelle douleur en 30 secondes. » Vous l'avalez. Vous y croyez. 30 secondes plus tard, votre mal de tête a disparu. Vous vous sentez invincible. Pourtant, la pilule n'était que du sucre compressé. Elle ne contenait aucun principe actif. Le médicament était faux, l'arnaque était réelle, mais le résultat, la guérison, est bien réel. Think and Grow Rich, c'est cette pilule de sucre. Napoleon Hill n'a pas découvert de secret mystique. Il n'a pas décodé l'univers. Il a simplement vendu de la permission. La permission de croire en soi. La permission d'avoir de l'ambition. La majorité des gens, surtout dans les années 30 et encore aujourd'hui, souffrent d'un manque chronique de confiance en eux. Ils pensent qu'ils ne méritent pas de réussir. Quand vous lisez le livre, ce n'est pas la loi de l'attraction ou les vibrations cosmiques qui vous rendent riche. C'est le fait que, pour la première fois de votre vie, vous osez lever vos fesses du canapé. Vous osez passer ce coup de fil difficile. Vous osez demander une augmentation. C'est vous qui faites le travail, pas le livre. Le livre n'est que le détonateur psychologique. Mais attention, si l'effet placebo peut guérir, il a aussi un effet secondaire toxique. C'est ce qu'on appelle la positivité toxique. Vous avez sûrement cet ami insupportable. Quand vous traversez un divorce, une dépression ou un deuil, il vous tape sur l'épaule et vous dit « Allez, c'est dans la tête, souris un peu, il n'y a pas de problème, que des solutions. » Vous avez envie de le frapper, n'est-ce pas? La philosophie de Hill, c'est cet ami. Si vous êtes riche, c'est grâce à vos pensées. Bravo. Mais l'inverse est terrible. Si vous êtes pauvre, si vous êtes malade, si vous êtes né dans un pays en guerre, selon Hill, c'est de votre faute. C'est que vous n'avez pas pensé assez fort. C'est que vos vibrations sont mauvaises. C'est un piège psychologique cruel qui ignore totalement l'économie, la chance, le racisme ou les inégalités sociales. Ça culpabilise la victime. Alors, que fait-on maintenant? Faut-il rassembler tous les exemplaires de Réfléchissez et devenez riche et faire un immense feu de joie? Non, ce serait stupide. Imaginez que vous êtes perdu au milieu d'une forêt dense, la nuit. Vous êtes terrifié et vous trouvez une vieille boussole par terre. Vous ne le savez pas, mais cette boussole est cassée. Elle ne pointe pas vraiment le nord. Elle pointe un peu n'importe où. Mais parce que vous l'avez dans la main, vous arrêtez de paniquer. Votre respiration se calme. Vous vous dites « c'est bon, j'ai une direction ». Vous choisissez un cap et vous marchez avec assurance, avec énergie. Et finalement, parce que vous avez marché droit au lieu de tourner en rond par peur, vous sortez de la forêt. La boussole était fausse. Hill était un menteur. Mais c'est le fait de se mettre en marche qui vous a sauvé. Napoleon Hill n'était pas un gourou de la finance.
C'était un génie du storytelling, probablement le plus grand vendeur de rêves de l'histoire moderne. Il a compris avant tout le monde que l'humain a besoin de croire en une magie, en un secret, pour oser agir. Prenez ce livre pour ce qu'il est réellement. Un excellent outil de motivation, un booster de confiance en soi. Mais par pitié, ne le prenez pas pour un manuel d'histoire, ni pour un cours d'économie. Ne confondez jamais le messager et le message. Prenez ce qui vous sert, jetez ce qui est toxique. Et surtout, la prochaine fois qu'on vous vend un secret pour changer de vie en 30 jours, vérifiez les sources. Je m'appelle Chris et on se retrouve très vite pour décortiquer un autre mythe. Ciao!